Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette émission en public du Nouvel Esprit Public, en public depuis la mairie du 9e arrondissement, émission au cours de laquelle nous allons nous efforcer d'éclairer certains éléments de l'actualité de la semaine écoulée. Nous le ferons avec Jean-Louis Bourlange, député des Hauts-de-Seine, Béatrice Gibelin, directrice de la revue Hérodote et de l'Institut français de géopolitique, Richard Verly, correspondant à Paris du journal suisse Le Temps, et Lionel Sinsou, économiste franco-béninois et ancien Premier ministre du Bénin. D'abord, je remercie la mairie du 9e arrondissement qui nous accueille aujourd'hui et qui nous accueillera pour notre prochain enregistrement en public que je vous annonce pour le dimanche 16 juin. Comme vous le savez, le théâtre de l'école alsacienne est occupé en mai et en juin par les nombreuses activités théâtrales et musicales des élèves, mais nous le retrouverons dès la rentrée de septembre. Poursuivant le tour d'horizon des auditeurs qui nous suivent à travers le monde dans 164 pays, j'ai le plaisir de vous informer que nous sommes suivis par 14 paires d'oreilles au Monténégro, 1819 en Allemagne, 47 à Monaco, 3078 en Belgique et 1 en Andorre. Je crois d'ailleurs que c'est mon cousin. J'aime donner ces modestes chiffres pour me consoler de ce que la course à l'audience n'épargne désormais aucune entreprise audiovisuelle, même celle dont les ressources ne dépendent pas de leur nombre d'auditeurs. Nous sommes, vous le savez, partenaires de l'hebdomadaire Le 1, et tandis que les débats s'enflamment et s'enveniment aussi bien autour de la restauration de Notre-Dame que des Gilets jaunes ou des élections à venir, Le 1 a donné pour titre à son dernier numéro « Méditation, soyez zen ». Le psychiatre Christophe André souligne, je cite, que la capacité de maîtrise de l'attention est devenue un enjeu décisif car elle est l'objet d'une guerre de captation. Les pubs, les écrans nuisent à notre santé. Comme il y a des perturbateurs endocriniens, il existe des perturbateurs attentionnels, moins visibles mais omniprésents et dangereux pour nos capacités intellectuelles et émotionnelles. La méditation, elle, améliore la régulation émotionnelle. Fin de citation. Ça donne évidemment envie de se lancer. Mon confrère Flavien Blanchot dévoile à qui profite la méditation de pleine conscience, financièrement parlant, et ça donne encore plus envie de se lancer. Nous sommes soutenus par nos souscripteurs. Je dois dire ici un mot d'une annonce que j'ai faite il y a quelques semaines sur la défiscalisation. Depuis que nous sommes reconnus comme un organe de presse par la commission paritaire, les dons qui nous sont faits sont défiscalisables à hauteur de 66% pour les personnes et de 60% pour les entreprises. Mais cette mesure ne peut matériellement, pratiquement, concrètement entrer en vigueur que si les dons passent par un organisme reconnu par le fisc, soit un fonds de développement, soit une association agréée. C'est à quoi je suis en train de m'employer ces derniers temps. Je pense que tout ça va être en place certainement d'ici la fin de la saison, mais probablement un peu avant. Nous vous tiendrons donc au courant, mais je donne cette information parce que déjà plusieurs des auditeurs ont écrit pour demander comment être défiscalisé. D'abord, ça n'est pas rétroactif. Les dons qui ont été faits en 2018 et en 2017 ne permettent pas de cette défiscalisation. Et ensuite, ça doit donc passer par cette... Le député des Hauts-de-Seine veut se prononcer sur cette question. Je voudrais simplement souligner auprès de ceux qui sont ici et auprès des auditeurs l'intensité de l'engagement personnel de Philippe Meyer dans cette opération. Nous bavassons les uns et les autres, mais c'est lui qui fait tout. Il est à soi seul un organe audiovisuel comparable aux grandes maisons. Et je dois dire que c'est pas facile tous les jours et que l'intensité de son engagement, je suis content que vous l'ayez applaudi, méritait vraiment d'être salué. J'ai pas dit ça simplement pour être réinvité. Ben pour prouver que Jean-Louis n'a pas dit ça pour pas être réinvité, il ne sera pas réinvité jusqu'au mois de septembre. Merci. J'en étais donc à dire que nos souscripteurs nous soutiennent avec constance et surtout en augmentation chaque semaine et que nous allons maintenant remercier quelques-uns d'entre eux. Je commencerai en remerciant
remerciant Félix Legendre, François Martzloff, Dominique Robert, Thierry Falck et Jean-Claude Gozard. Lionel Zinsou. Oui, merci à Christophe Soulard, Alicia Iben, Suzanne Savry, Valérie Meyer et Brigitte Bousseau. Jean-Louis Bourlange. Oui, moi je remercie Nicolas Louis-Thierry, Suzy Bloch, Juliane Charrier, Bruno Alac et Raoul Amazo. Béatrice Gibelin. Je remercie Pierre Amalric, Sylvain Dross, Xavier Mathieu, France Bellil et Evelyne Olivier. Richard Verly. Au nom de l'Esprit public, un grand merci à Elisa Monnier-Condroyer, à Elisabeth Perlan, à Marlise Henriot, à Patrick Jacquin et à Éric Dadé. Merci à eux et merci à tous ceux qui les rejoindront prochainement et qui trouveront sur notre site lenouvelespritpublic.fr, sans séparation d'aucune sorte, les moyens de nous soutenir. Je vous propose que nous nous intéressions maintenant à l'actualité et plus précisément au Bénin, où le 28 avril dernier, 5 millions de Béninois étaient appelés à élire leurs députés. Ces élections législatives étaient particulièrement attendues par les partis de l'opposition qui s'inquiétaient du virage autoritaire pris par le président de la République, Patrice Talon, élu en avril 2016 dans des conditions douteuses. Lionel Zinsou, qui est parmi nous, était son adversaire. Or, le 5 mars 2019, le président de la Commission électorale nationale n'avait autorisé que 2 mouvements proches de la majorité à se présenter sur les 7 partis ayant déposé un dossier. Le taux d'abstention a frôlé 80%, soit presque 2 fois plus que d'habitude, et un tiers des votes exprimés étaient blancs ou nuls, ce qui invalide de facto l'élection des 83 députés talonnistes, faute que le seuil requis de 10% des inscrits ait été atteint. Des violences sans précédent ont émaillé le scrutin dans les départements du Borgou, des Collines et du Zou, faisant au moins 2 morts. La population béninoise a basculé dans l'émeute à Cotonou pour empêcher l'arrestation de l'ancien président Thomas Boni Yayi. L'enjeu est majeur pour le Bénin, mais aussi pour l'Afrique de l'Ouest, alors que Boko Haram connaît un regain d'activité qui serait conforté par des troubles dans le nord du Bénin. Considéré comme un îlot de stabilité en Afrique de l'Ouest, le Bénin est devenu plus vulnérable aux attaques djihadistes qui se multiplient depuis 3 ans au Burkina Faso, son voisin au nord. Et dans cette zone frontalière, 2 touristes français ont disparu le 5 mai avec leur guide. Dans la nuit du 9 au 10, ils ont été libérés, ainsi que 2 autres otages, libérés par un commando français dont 2 membres, les officiers mariniers Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello, ont trouvé la mort. 6 ans après l'intervention française au Mali, la menace terroriste a changé de dimension, s'étend aux pays voisins et s'accompagne de violences intercommunautaires. Sur cette question, Lionel Zinsou. Oui, merci. En fait, je vais faire un effort d'objectivité parce que vous imaginez que j'ai un petit biais ayant été pendant 1 an le Premier ministre et candidat à l'élection présidentielle au Bénin. Donc je vais essayer peut-être d'élargir la perspective en disant que la démocratie en Afrique, contrairement à ce que le Bénin semble indiquer aujourd'hui, progresse à petits pas. Et au fond, ce qui se passe au Bénin, en creux, montre un attachement populaire réel à la démocratie. Si on veut avoir une sorte d'optimisme de long terme sur l'Afrique, je crois que c'est une des leçons qu'il faut retenir. Parce que c'est vrai qu'on a confisqué la démocratie en supprimant les listes d'opposition à des législatives. Ça, même les dictatures africaines, les pays où il n'y a pas de suspense sur les résultats, eh bien, même ces pays-là ne le font pas. Là, ça a été fait, et donc il y avait 2 listes de la majorité. Il y aura 83 députés, puisqu'il y a 83 circonscriptions, qui seront tous les 83 de la mouvance présidentielle. Ça, c'est vrai. Ce qui n'était pas prévu par le régime, c'est qu'il y eut officiellement 27% de participants, et en réalité la moitié de ce chiffre. En fait, les 27% a été fabriqué un peu laborieusement. D'abord, la commission électorale a dit qu'il y a eu 22% de participation. 22%, ils se sont aperçus qu'avec un tiers de blancs et nuls, ça faisait qu'aucune liste, des 2 listes de la majorité, n'atteignait les 10%, et donc il fallait annuler les élections. Donc la Cour constitutionnelle
qui est plus habile en algèbre, est passé à 27%, ce qui permet, en tenant compte des blancs et nuls, d'arriver fictivement à 2 listes qui atteignent ce seuil. Bon. Donc ça a été laborieux, la vérité est qu'il y a probablement 85% d'abstention. Donc d'un bout à l'autre, du nord au sud, de l'est à l'ouest, des populations dont on pense parfois qu'elles ne sont pas acculturées à la politique, dont certains pensent tout à fait bizarrement et faussement qu'elles sont analphabètes, alors que dans un pays comme le nôtre, tout le monde est alphabétisé dans une culture. Le fait de ne pas forcément savoir lire ou écrire est autre chose. Et donc, où la politique est une passion, mais une passion exigeante et une revendication, eh bien, du nord au sud, de l'est à l'ouest, des populations qui ne parlent pas forcément la même langue, qui n'ont pas forcément la même histoire politique, on réagit partout pareil, c'est on ne va pas aller voter dans quelque chose qui est une mascarade d'élections. Et donc on a un résultat des élections qui montre un attachement incroyablement profond des populations au contrôle démocratique, à l'alternance, aux libertés publiques. Il y avait eu des signes avant-coureurs de cette évolution au Bénin, puisqu'il n'y avait plus de liberté de la presse, plus de liberté de manifester, plus de liberté d'opinion, plus de séparation des pouvoirs, donc quand même quelques signes singuliers d'une évolution vers quelque chose qui est assez séduisant dans les pays émergents et les pays en développement, et qui ressemble à l'idée que la dictature est la meilleure recette pour le développement économique. Les régimes autoritaires sont ceux qui ont le plus de succès. Bon, c'est totalement controuvé, hein, c'est totalement faux factuellement, mais c'est une idée qui, en démocratie libérale et développement, au fond, ou dictature et développement, au fond, ce sont des couples qui marchent bien. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas le Bénin avait une grâce, c'est d'avoir construit en 30 ans quelque chose qui était une démocratie assez exemplaire, qui succédait à un régime marxiste-léniniste, à une révolution, à la chute du mur de Berlin. Lorsque nos experts techniques en torture qui étaient formés par la Stasi sont rentrés à Berlin, lorsque les services secrets bulgares avaient autre chose à faire, enfin, lorsque le système s'est effondré en Europe, le système s'est effondré aussi dans les républiques populaires africaines. Et on a construit une démocratie qui nous a placés en numéro 1 de liberté de la presse, qui a permis des alternances pacifiques. Et nous sommes devenus un pays où les élections à forte participation sont des fêtes du droit, des fêtes de la démocratie. Un meeting, puisque j'ai donc fait une campagne électorale, donc j'en témoigne, un meeting au Bénin, et ça c'est vraiment une grâce, commence toujours par des appels à la paix des autorités traditionnelles, à la paix et à la sérénité, un discours du pasteur, un prêche du prêtre catholique, et une prière de l'imam. Parce qu'entre autres choses, une des bases fortes de cette démocratie, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les quelques autres pays démocratiques, le Ghana, le Botswana, il y en a, se compte sur les doigts d'une main probablement, mais c'est aussi un pays de tolérance religieuse. Or, nous avons 750 km de frontière avec le Nigeria, nous sommes le flanc ouest du Nigeria, et le Nigeria est un pays où il y a des guerres de religion. Les musulmans contre les animistes et les chrétiens, et des centaines de morts dans ces guerres de religion, des questions très sérieuses sur l'application de la charia contre la constitution fédérale dans un certain nombre d'États fédérés, et maintenant, surtout avec Boko Haram, la guerre entre les bons et les mauvais musulmans. Et nous avons 750 km de frontières avec cette situation. Donc, le Bénin, c'était une grâce. Et ce qui est très curieux aujourd'hui, où nous avons donc désormais un Parlement monocolore, et où les futurs candidats, même quelqu'un comme moi qui ne sait pas du tout s'il sera candidat, ont été prévenus, donc j'ai été prévenu, qu'en tout cas, dans 23 mois, à la prochaine élection présidentielle, je serai inéligible. Tous les candidats qui, dans les sondages, peuvent apparaître comme ayant une chance d'être élus ne seront pas éligibles. Donc, le suspense sur les élections à venir est désormais très faible.
Eh bien, dans un pays, si vous voulez, comme celui-là, toute l'Afrique se trouve en fait comme trahie. Parce qu'en réalité, même si la démocratie est laborieuse dans beaucoup de pays, elle fait des petits progrès, des petits pas, l'opinion publique commence à exister, les réseaux sociaux la font exister, la règle de droit progresse. Et là, tout d'un coup, ce pays qui était l'horizon, un des horizons de ces pays où, au fond, la démocratie et les droits humains étaient en train de progresser, ça a duré déjà depuis 30 ans, fait un saut en arrière, mais du coup, c'est l'espoir de beaucoup de peuples qui regardaient cette toute petite expérience modeste comme tout à fait exceptionnelle et comme une forme de leur avenir. C'est ce rêve-là qui meurt. Béatrice Gibelin. Oui, moi, ce qui m'interroge, c'est pourquoi Patrice Talon, qui est quand même l'une des plus grandes fortunes d'Afrique, on dit que c'est sans doute à peu près la 15e, si je ne me trompe pas, qui a fait fortune dans les intrants et dans le coton, qui a été un temps un allié de son prédécesseur Boni Yayi, qui est devenu évidemment, je dirais évidemment, j'enlève évidemment, mais qui est devenu son adversaire, son ennemi. Et comment cette personnalité qui a vu j'allais dire, le Bénin devenir une démocratie, comme l'a rappelé Lionel Zinsou, presque exemplaire. Il y a une certaine fierté à devenir exemplaire, à être un pays démocratique. Et comment Patrice Talon, rapidement après son arrivée au pouvoir, a eu un comportement extrêmement autoritaire, et vous l'avez rappelé, fin des libertés de la presse, absence de contre-pouvoir, mainmise sur l'ensemble de l'économie du Bénin, sûrement. Qu'est-ce qui a pu faire à cette personnalité ce basculement dans une attitude extrêmement autoritaire? On a dit il veut dégager la classe politique antérieure. Oui, sûrement, et on peut dire qu'il y a totalement réussi, mais il perd totalement toute crédibilité avec ce système des 83 députés monocolores, avec ce bidouillage misérable pour pouvoir avoir des élus. J'ai beaucoup de mal à comprendre qu'est-ce qu'il y a, comment on explique ça. Et j'aimerais bien que Lionel Zinsou, qui doit connaître sans doute ce personnage, puisse nous l'expliquer très clairement. Alors, je propose que Lionel prenne l'ensemble des questions que nous n'allons pas manquer de lui adresser, et je passe la parole à Richard Verly. Oui, peut-être faut-il s'interroger sur les fissures, au fond, qui petit à petit se sont dessinées et ont marqué le Bénin. Parce qu'effectivement, le Bénin avait cette image de modèle dans l'Afrique de l'Ouest. Mais qu'est-ce qui a fait que des lézardes sont apparus? Et personnellement, j'en vois trois, et bien évidemment, je les soumets à Lionel Zinsou. La première, c'est qu'il y a quand même, il y a certes un attachement des populations à la démocratie, on le voit avec le très faible taux de participation, mais il me semble qu'il y a aussi un autre modèle qui quand même étend ses ailes en Afrique, c'est le modèle rwandais. C'est-à-dire cette idée que si vous avez un homme fort au pouvoir, clairvoyant, entre guillemets, capable de fixer un cap, eh bien, vous sortez du sous-développement. Et ça, je pense qu'il ne faut pas mésestimer ce qu'on pourrait appeler l'effet Kagame, du nom du président rwandais, qui est désormais considéré comme une référence par un certain nombre de dirigeants africains. La deuxième fissure que je vois, c'est la fissure personnelle d'un homme, Patrice Talon, qui évidemment, arrivant au pouvoir politique, découvrant ce qu'est le pouvoir politique, se retrouve au fond fasciné et prisonnier du besoin de tout contrôler. Et c'est la grande différence, on ne le redira jamais assez, entre un homme d'affaires et un homme public, un homme politique. L'homme d'affaires peut conduire ses affaires comme il l'entend, tout concentré autour de sa personne pour les prises de décision. Lorsqu'il devient chef de l'État, c'est un tout autre registre qu'on attend de lui, c'est la défense de l'intérêt général. Et j'ai quand même l'impression que
Patrice Talon, au fond, se soucie peu de l'intérêt général. Et je ne sais pas, là c'est une question ouverte, peut-être a-t-il autour de lui des clans qui se sont formés. On sait que c'est souvent comme ça et qui maintenant, au fond, demandent leur part du gâteau de manière particulièrement avide. Et enfin, troisième fissure, et là ça nous ramène à l'actualité dont Philippe vous parliez, c'est celle de la prise d'otages, c'est que le Bénin n'est plus le sanctuaire pacifique, tranquille, qui pouvait effectivement se permettre une expérience démocratique parce que ses frontières étaient relativement sûres, parce que son économie allait plutôt bien et parce que l'harmonie multiethnique et multireligieuse prévalait. On voit bien à travers cette prise d'otage dans le parc de la Pendjari, tout au nord, à la frontière du Burkina Faso, que la contagion, les métastases, pourrait-on dire, islamiques en provenance du Sahel, eh bien, se font sentir. Or, qui dit insécurité dit évidemment tentation autoritaire, parce que ça va de pair. Lorsqu'un pouvoir est soumis à ce qu'il interprète comme une menace, il se raidit. Et donc là aussi, je serais très heureux de savoir si Lionel, quelle je dirais, part de vérité il accorde à ces hypothèses. Jean-Louis Bourlanges. Oui, d'abord, cette observation selon laquelle M. Talon serait très riche et donc n'aurait pas de raison de s'enrichir davantage, que M. Talon serait très puissant et n'aurait donc pas raison d'accroître sa puissance, ce sont des réactions, pour la première, de pauvres. Il n'y a que les pauvres qui croient que quand on est riche, il ne faut pas devenir plus riche. En plus, et des gens qui ne sont pas des hommes de pouvoir. M. Talon est un homme riche qui accroît démesurément. Il a quand même fait main basse sur l'ensemble de l'économie béninoise. Du moins, je parle sous le contrôle, évidemment, de Lionel, qui en dit beaucoup de bien, parce qu'il est fair-play, mais qui en pense quand même un peu moins de bien qu'il n'en dit. Et deuxièmement, c'est un homme, effectivement, qui met en cause absolument toutes les libertés. Alors, ce qui est troublant pour nous, dans le cas béninois, c'est la régression. On a l'habitude de dire que l'Afrique, ça marche jamais bien, il y a de la corruption, il y a des pouvoirs de l'argent mal acquis, il y a des pouvoirs éternels, etc. Mais ça progresse lentement, économiquement d'abord assez vite, et politiquement. Et là, on est dans un cas absolu de régression du modèle démocratique. On avait un Bénin qui était pauvre, mais honnête, si je puis dire, qui était pauvre, mais assez attaché aux formes de la démocratie, et on voit que ça ne marche pas, et c'est troublant. Alors, Richard nous dit à l'instant, c'est un modèle qui est celui de Kagame. Je ne me prononcerai pas sur la personnalité assez complexe de M. Kagame, mais je pense qu'effectivement, ça s'appelle le despotisme éclairé, ce modèle. Hein, il a été faiblement éclairé. Mis au point en Europe au XVIIIe siècle, et Chonu montrait bien que c'était fait pour des puissances essentiellement périphériques des puissances les plus développées sur le plan politique. Ça consistait à rattraper, en faisant l'économie, en chantant la parenthèse démocratique. C'est un modèle qui s'est profondément développé, qui a une profonde popularité, et pas seulement en Afrique. Le modèle que propose M. Orban n'est pas si différent de cela. On empêche la liberté de l'information, on empêche le contrôle de constitutionnalité, on met en cause les franchises universitaires. Tout cela est quand même très, très préoccupant. Ça s'appelle la démocrature, paraît-il. Ça n'est pas du tout démocratique, c'est beaucoup plus dur que des mots. Et en réalité, c'est quelque chose de très profond, dont le vrai modèle, c'est pas Kagame, le vrai modèle, mais là, il est tout à fait compréhensible, c'est Singapour, qui a effectivement réalisé une espèce de synthèse extraordinaire entre un pouvoir personnel fort, un développement économique extraordinaire, une lutte contre la corruption exemplaire et quand même une confiscation
des lois du libéralisme démocratique impressionnant. Et là, ce modèle despotique, de despotisme éclairé, on pourrait le comprendre, là encore, si on ne venait pas de la démocratie. Quand le tsar ou Frédéric II ou le Pombal au Portugal font du despotisme éclairé, ils viennent du despotisme tout court. Bon, là, on n'en est pas là. Donc, on est face à quelque chose qui est profondément inquiétant, mais qui correspond à une tendance très forte de notre siècle, c'est la combinaison non pas du libéralisme, parce que le libéralisme, ça suppose l'indivisibilité des libertés économiques et de la démocratie libérale politique, mais du capitalisme et de la dictature. Là, on a quelque chose, une synthèse qui est très très forte. Alors là, c'est le modèle chinois, beaucoup plus qu'autre chose, qui fonctionne et qui, effectivement, se répand sous des formes diverses sur l'ensemble des continents. Donc, je crois qu'il y a là quelque chose de très très inquiétant, Un mot encore puisque nous avons eu cette très triste opération militaire où nous avons perdu 2 de nos meilleurs éléments, notre engagement en Afrique. Alors là, je parle tout à fait sous le contrôle de Lionel qui a évoqué ça à plusieurs reprises. Quand on est entré au Mali, nous étions pour, ici à cette émission tous. Mais j'avais dit, et d'autres avaient dit aussi, que c'était une erreur de penser que ça serait ponctuel, qu'on arrêtait une colonne qui marchait sur la capitale et qu'après, au bout de l'ordre étant rétabli, on pourrait revenir chez soi. J'étais convaincu qu'on serait, compte tenu des luttes dans cette zone, qu'on serait engagé pour très longtemps. Et ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que notre engagement en Afrique est durable, qu'il est relativement solitaire, qu'il est très mal compris de nos collègues, de nos partenaires européens, et qu'il nous cantonne dans une spécialisation qui n'est pas très souhaitable, parce que Lionel a toujours des tas de statistiques, parce que Lionel, il sait tout, évidemment, sur tout ça, il a des tas de statistiques montrant quand même le déclin relatif de la présence économique de la France en Afrique, en termes d'importation, en termes d'exportation, en termes d'investissement, et il semble que notre domaine n'est pas le plus gratifiant pour nous, c'est le domaine de l'intervention militaire et des risques physiques et financiers, parce que ça coûte cher, que nous prenons pour maintenir cette affaire. Alors je pense qu'à travers tout cela, il y a une réflexion, je n'ai pas de solution, mais je pense qu'on doit vraiment réfléchir à la nature exacte face avec nos partenaires ou sans nos partenaires européens ou occidentaux de notre intervention, de notre présence en Afrique. Je crois qu'il faut vraiment faire un examen de conscience assez approfondi. Lionel Zinsou. Oui, alors, sur la première question, pourquoi ? Je crois que ce n'est pas très subjectif, ce n'est pas lié au fait que le président ne serait pas assez riche ou voudrait continuer à s'enrichir ou aurait des objectifs strictement personnels et individuels d'amélioration de sa position. Ce n'est pas qu'il manque de pouvoir. Je crois que les sondages... Le problème d'avoir une opinion publique, c'est qu'on est obligé de la questionner de temps en temps. Et les sondages indiquent, depuis maintenant plus d'1 an, on est au 3e anniversaire de l'installation au pouvoir, que le régime, dans les élections, va trouver 80% d'hostilité et 20% de soutien. Et donc, il fallait qu'il n'y eût pas d'opposition, parce que l'opposition allait avoir 80% des voix. Si vous voulez, le boycott à 85% est assez représentatif de ce qui allait se passer dans les urnes. Et à ce moment-là, la Constitution est ainsi faite que la cohabitation est très difficile, le pouvoir exécutif n'a plus son mot à dire, et ça devient une position extrêmement dangereuse. Donc il y avait une protection immédiate, à côté d'objectifs, je crois, de long terme. Mais ça permet un habillage, que de revenir sur le thème de Jean-Louis, c'est-à-dire la justification par le despotisme légitime, le despotisme éclairé, et ça permet également de trouver quelques soutiens à ce qui a été fait, parce que j'ai été surpris par la dépêche de Chine Nouvelle qui a fait un peu le procès de ces élections, mais grosso modo quand même, la République populaire de Chine ne va pas faire d'objection.
et nos amis turcs qui sont de plus en plus importants dans l'économie de l'Afrique, qui réalisent de plus en plus d'infrastructures, qui font de l'aide au développement, qui font de l'éducation, etc. Nos amis turcs non plus. Donc vous changez d'amis quand vous faites cela, et vous vous inventez une idéologie qui justifie cette nouvelle pratique. Alors que moi, je crois que c'était simplement pragmatique, on va être balayé. Et pour ce qui est de l'élection dans 2 ans, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a peu de chances, avec une campagne électorale qui commencerait dans 1 an, que le résultat ne soit pas manichéen, c'est-à-dire avec un vrai risque d'un président, on connaît ça en France, mais qui pourrait ne pas être au 2e tour. Et donc, si vous voulez, on a, à mon avis, des raisons pratiques. Sur le modèle rwandais, il manque au Bénin toutes les conditions. On est parti d'une dictature. Cette dictature, avec des aspects ethniques terribles que la colonisation avait beaucoup renforcés, a donné lieu à un génocide, le dernier grand génocide contemporain. Et au bout de 800 000 morts, il y a eu la victoire d'un camp et celui des victimes qui sont devenus vainqueurs. Et vous ne pouvez pas expliquer la nature du régime rwandais, et notamment son caractère de force, sans le génocide. Et il fallait reconstruire un pays qui était en ruine au surplus du fait qu'il devait pleurer ses morts. Et donc, il n'y a absolument pas ces conditions. Nous venons de tout à fait autre chose. Nous venons d'une démocratie apaisée. Par ailleurs, cette démocratie, regardez les résultats de pays qui sont des pays démocratiques, comme le Sénégal, qui font des progrès démocratiques, comme la Côte d'Ivoire. Regardez la démocratie ghanéenne, qui est absolument exceptionnelle. Ces pays sont à 7, 8 et 9% de croissance du PIB. Et le Bénin n'est pas tombé en dessous de 4, et ni monté au-dessus de 7% de croissance. Donc, il n'y a aucun signe que les démocraties de cette région du monde aient eu de mauvaises performances économiques. Et que pour améliorer ces performances économiques, la discipline de la suppression de toutes les libertés ait été quelque chose de nécessaire. En revanche, ça permet là encore un discours. Et ça permet effectivement au président de la République du Bénin de dire qu'il a eu un coup de foudre en rencontrant Paul Kagame. Donc, qu'on s'invente le despotisme éclairé comme justification a posteriori, ça c'est possible. Et qu'on dise « Ah, mais j'admire Paul Kagame ». Oui, mais il n'y a aucune des conditions qui ressemblent à Paul Kagame. Et notamment, il n'y a pas les résultats. Parce que Paul Kagame est considéré comme le meilleur de très loin et par toutes les instances de tous les gestionnaires publics en Afrique. Et nous sommes assez loin de faire partie des meilleurs gestionnaires publics. La différence entre les hommes d'affaires et les hommes politiques, je ne dirais pas les hommes d'affaires, parce qu'au fond, le secteur privé peut très bien déléguer dans la société politique des gens qui... On peut venir de la banque Rothschild et devenir un grand président français, si vous voulez. C'est pas voilà, oui, je pensais à Pompidou, naturellement. Si vous voulez, c'est pas exclusif. Bon, comme vous savez, moi, je tiens à être très modéré et à ne pas faire état de mes sentiments. Donc, je n'ajouterai pas que être un homme d'affaires qui vit de marché public en Afrique, c'est pas tout à fait être un homme d'affaires. Et construire une immense fortune sur des marchés publics, c'est quelque chose d'un peu différent de participer à la vie économique. Sur la contagion djihadiste, non. C'est vrai que c'est très malvenu que nous ayons des troubles à l'ordre public, que nous ayons une dizaine de morts après des élections législatives, parce que ça peut créer des fragmentations, y compris faire renaître quelque chose qui est latent partout dans notre région, entre nord et sud, entre le sud côtier, le nord sahélien. Donc c'est très malvenu qu'il y ait une transformation profonde du djihadisme en Afrique occidentale, au fond, grâce à Barkhane, grâce largement à la France, et puis l'effort coordonné d'autres alliés, notamment les États-Unis, qui sont très présents, et les armées locales,
il n'y a plus de grande emprise territoriale des djihadistes. Donc, les filiales de l'État islamique qui opèrent au Nigeria et les filiales d'Al-Qaïda qui opèrent au Niger, au Burkina et au Mali, et qui de temps en temps font jonction, et qui ont apparemment fait jonction dans l'enlèvement des 2 Français au nord Bénin. Donc, au lieu de s'entretuer comme au Moyen-Orient, il y a entre les filiales d'Al-Qaïda et de l'État islamique des complicités en Afrique de l'Ouest. Mais le fait qu'ils aient opéré au Bénin ne dit rien sur une contagion djihadiste dans le peuple béninois. Pas plus qu'il n'y en a au Togo, pas plus qu'il y en a au Ghana. Ce sont vraiment des maquis qui se sont constitués derrière les lignes. Au Burkina, où ces nouveaux commandos qui font des coups de main très sanglants, mais qui ne prétendent plus à détenir des territoires. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils ont fait à Tombouctou. Tombouctou, c'est à 200 km de notre frontière nord, où ils ont occupé Tombouctou, détruit les manuscrits, détruit les mausolées. La population a dû cacher les mausolées, résister, parce qu'ils étaient en train de reconstruire un califat avec des emprises territoriales de centaines de milliers de kilomètres carrés. Ceci n'est plus possible. Il y a les casques bleus, il y a la force Barkhane, il y a les drones américains, il y a un peu plus d'Européens que Jean-Louis a dit. On n'est pas totalement solitaire dans l'engagement en France. Et Angela Merkel était il y a 15 jours à Gao, à Tombouctou, à Ouagadougou, avec les responsables des 5 États. Et il y a un engagement allemand de plus en plus fort, et un financement européen qui commence à être significatif, parce que l'enjeu, évidemment, et ça, dès que vous parlez avec un responsable de ces pays, vous dites tout de suite, le Mali n'est absolument pas le but d'Al-Qaïda. Al-Qaïda est indifférente au Mali comme au Niger, mais totalement. L'objectif, c'est l'Europe. Quand vous êtes au nord du Mali, vous êtes à 1h30 de vol de Séville. Par conséquent, vous n'avez qu'à traverser le Maroc, vous êtes en Europe. Et évidemment que nous ne sommes pas le but de guerre. Nous sommes le lieu de la guerre. Nous sommes le lieu des trafics. Je demandais l'autre jour au président du Mali, mais parce que tout s'aggrave au Mali, puis tout s'aggrave au Burkina, et ça vient chez nous parce que c'est leur base arrière. Je disais, mais est-ce qu'au moins ils sont de moins en moins riches? Mais pas du tout, ils sont de plus en plus riches, puisque le financement, c'est la drogue, et c'est là encore l'Europe. C'est le passage vers l'Europe. Le financement, ce n'est pas le Qatar plus tel ou tel pays. Ça existait, ça existe peut-être encore. Le financement, c'est le crime, c'est le trafic d'êtres humains, mais c'est d'abord la drogue. Et donc, ils sont financés d'une façon extrêmement continue et abondante à travers tout le Sahara. Est-ce qu'au moins, ils sont de moins en moins nombreux, de plus en plus... Pas du tout, pas du tout. Non pas que ce soit des autochtones nécessairement, mais pensez que le rapatriement des djihadistes, la fameuse question de rapatrier vers l'Europe les djihadistes européens, on ne les fait pas revenir en Europe. Mais où vont-ils, ceux qui ont dû fuir la Syrie? Ils vont en Libye, où la même guerre par procuration continue. Et ensuite, ils glissent vers le Niger, le Mali, le Burkina. Mais ce n'est pas de la contagion djihadiste dans nos rangs. Simplement, de l'autre côté de la frontière du Burkina, il y a des forêts et des parcs naturels clos, fermés. Il n'y a personne, sauf quelques touristes qui font du safari, des braconniers et des rangers. Enfin, des rangers et des braconniers, si vous voulez, pour des djihadistes endurcis qui arrivent de Syrie, c'est franchement, et c'est pour ça qu'ils ont assassiné tout de suite et décapité tout de suite le guide béninois des 2 Français enlevés, si vous voulez, ce n'est pas des adversaires bien redoutables. Et ce sont des maquis arrière. Ce n'est pas pour l'instant que nos sociétés soient travaillées par une radicalisation qui s'expliquerait par nos faiblesses et nos fragilités. Béatrice Gibelin. Oui, j'entends bien ce que Lionel vient de nous dire. Néanmoins, dans cette façon dont on voit les djihadistes instrumentalisés
des conflits qui peuvent être des conflits entre sédentaires et nomades, entre pasteurs, on va dire, et agriculteurs. On voit bien qu'une jeunesse qui est extrêmement nombreuse dans cette zone géographique, avec sa frustration, son insatisfaction, peut se trouver enrôlée, non pas par conviction forcément religieuse, mais se trouver enrôlée par les djihadistes, à la fois dans des trafics, parce qu'on gagne sa vie dans les trafics, et on la gagne pour certains pas si mal, jouant du passage de la frontière. C'est le Mali et le Niger, c'est le Niger et le Burkina Faso. On ne peut pas, je crois aussi, tranquillement assurer qu'il n'y aura pas forcément de conséquences, si vous voulez, et d'adhésion, et je dis bien pas forcément sur un combat religieux au départ, mais utilisant une situation de frustration, d'économie extrêmement difficile, d'un très fort chômage, où une jeunesse va pouvoir se trouver embringuée dans ces mouvements. Et après, les choses vont pouvoir sans doute se dégrader. Or, on ne peut pas dire qu'il n'y avait pas du tout de conflit. Peut-être ont-ils été réglés. Mais j'ai le souvenir que quand il y avait eu la transhumance d'un certain nombre d'éleveurs à travers ce fameux parc, les choses s'étaient mal passées parce que c'était une transhumance illégale sur ce territoire et il y avait eu du bétail qui avait été tué à ce moment-là. Je pense qu'on est dans des situations où les choses peuvent quand même assez rapidement se dégrader. Donc moi, je serais moins rassurée que ce que Lionel vient de présenter. Richard Verly. Oui, on voit bien par ailleurs en quoi le Bénin, et encore une fois, il ne faut pas ni généraliser, ni hypertrophier ce qui vient de se passer, et là je parle de la prise d'otages, mais on voit bien quand même les limites des deux opérations militaires en cours dans le Sahel, qui sont d'une part l'opération française, donc l'opération Barkhane, les commandos qui ont été tués provenaient de cette mission Barkhane stationnée pour l'essentiel au Burkina Faso, et la deuxième mission étant celle du G5 Sahel, qui regroupe donc des forces des différents pays de la région. La difficulté, c'est que ces deux opérations combinées, auxquelles vient s'ajouter la mission des Nations Unies, ont réussi à endiguer. Vous le disiez très bien tout à l'heure, il y a eu un endiguement de la poussée djihadiste, et même les djihadistes ont cessé de contrôler des pans de territoire. Mais toute la question maintenant est ô combien plus difficile, est celle de l'assèchement de ces réseaux. L'assèchement des trafics, l'assèchement même du recrutement, comme vous le disiez, au sein de la jeunesse, et ça, c'est beaucoup plus difficile. Et moi, j'ai quand même peur d'une chose, et là, ça met en cause des pays comme le Bénin, c'est que d'où vient la richesse? La richesse vient de la bande côtière africaine. C'est là qu'est concentrée la richesse, dans les ports, parce que c'est là qu'arrivent les marchandises. Qui dit marchandises dit aussi évidemment la drogue. Elle vient d'Amérique latine, ne l'oublions quand même pas. Elle arrive du continent sud-américain pour transiter vers l'Europe. Or, il est presque logique qu'à un moment donné, les réseaux terroristo-mafieux ou mafieux-terroristes, eh bien, se concentrent sur ces zones côtières parce que c'est là où il y a de l'argent à prendre. Et donc, moi, je pense que la fragilité de toute cette bande côtière va ne faire que croître si des dispositifs ne sont pas en place et surtout si la gouvernance de ces pays vient à s'effriter et à se fissurer. C'est pour ça que j'avais employé ce terme. Jean-Louis Bourlanges. Oui, un mot. Je suis d'accord avec ce que dit Lionel sur le fait que les Européens sont moins inactifs, moins indifférents qu'ils ne l'ont été. Mais il y a encore énormément de travail, car en réalité, nous sommes globalement perçus dans les instances européennes, en particulier au Parlement d'ailleurs, ça devrait être un des enjeux, nous sommes perçus comme des gens qui voulons rejouer Fort Sagan ou Tintin, le crabe aux pinces d'or. C'est un peu ça qui est... Nous sommes vraiment perçus assez largement comme une puissance qui poursuit son rêve colonial. Et je pense que pour toutes les raisons qu'a expliqué Lionel, l'enjeu est tout à fait différent. Mais les Allemands, comme toujours, évoluent. Madame Merkel a fait ce déplacement. Sur les grands sujets français, contrairement à ce qu'on dit, on fait évoluer les Allemands. Seulement, on les fait évoluer à la vitesse d'un glacier. Nous changeons d'idée à peu près 3 fois, je l'ai souvent dit, 3 fois par mois. Les Allemands, 3 fois par siècle. Le problème de l'Europe, c'est largement un problème de temporalité. Lionel Zinsou. Non, je ne nie pas qu'il y a des problèmes ethniques sous-jacents, qu'il y a des problèmes de transhumance. C'est vrai qu'il y a des problèmes de transhumance. Il y a des populations de pasteurs
qui se sont de plus en plus armés, notamment partant du Nigeria et traversant plusieurs pays, allant vers la côte, à la recherche de l'eau. La quête est de plus en plus difficile à cause du changement climatique. Et donc, les prédations sur les agriculteurs sédentaires sont perçues comme allant croissante, c'est vrai. Et comme il y a beaucoup de vols de bétail au Nigeria, les populations, notamment les populations Peuls, se sont armées. Et le conflit très traditionnel, millénaire, entre pasteurs et sédentaires et agriculteurs est maintenant un conflit à la Kalachnikov. Et donc c'est très mortifère. Et ça a notamment au Mali récemment, au centre du Mali, créé une sorte de pogrom anti-Peul avec près de 200 morts et une infiltration d'Al-Qaïda, de ce qu'on appelle la Katiba Massina, qui est en train de déstabiliser tout le centre du Mali. Donc c'est le centre du Mali riche d'un point de vue agricole, avec le fleuve, et qui est fait de populations Dogon, Bambara, Sénoufo, pas du tout de population Touareg. Ça n'a rien à voir du coup avec la naissance de cette idée de l'indépendance du nord du Mali, du Niger, l'Azawad, des peuples Touareg. Donc là, on est vraiment dans l'Afrique subsaharienne noire. Et au centre du Mali, Al-Qaïda a armé les agriculteurs sédentaires contre les Peuls pour massacrer les Peuls. Donc vous voyez, il y a des interactions évidentes entre la façon dont le djihadisme épouse des conflits traditionnels, et vous pouvez trouver d'autres types de conflits ethniques, mais celui-là est à la fois ethnique, économique, climatique, donc il a tous les attributs d'un conflit modernisé, mais qui est en fait millénaire, et Al-Qaïda s'infiltre là-dedans et fournit les armes et l'argent de façon à créer une situation qui, dans leur esprit, devrait aboutir à l'indépendance de la Massina, qui est un fragment du Mali qui a eu au XVIIe siècle son indépendance. Donc vous voyez, on modernise, on instrumentalise, on arme, on finance en profitant de situations qui sont des situations historiques, centenaires et millénaires. Donc ça, je ne le nie pas. Mais je vous rappelle quand même que vous trouverez plus aujourd'hui dans le Sahara de djihadistes français que de djihadistes béninois. Mais infiniment plus. Et le problème, c'est que vous allez en trouver, vous savez, les grands contributeurs étrangers à Daesh, et puis d'ailleurs également à Al-Qaïda, dans leur lutte en Syrie et en Irak, c'est la Tunisie et le Maroc, quand même des gens assez proches de notre théâtre d'opération. C'est ça les deux pays les plus contributeurs. Et ensuite, ce sont les pays européens. Donc, vous avez une espèce de mondialisation du djihadisme, et ces combattants perdus, ces soldats perdus, pour l'instant, ils sont recyclés vers l'Afrique, la Libye étant la porte d'entrée. Et comme la guerre continue entre, au fond, une coalition Arabie saoudite et Émirats, Égypte, soutenue par la France et les États-Unis d'un côté, et d'autre côté la Turquie, le Qatar et l'Iran, et que donc ces deux grandes coalitions qui s'affrontent partout dans le Golfe, s'affrontent sur le terrain en Libye, les uns derrière le maréchal Haftar, les autres devant le gouvernement reconnu de M. Jaffa par la communauté internationale, vous avez un approvisionnement en matériel de guerre, de matériel lourd considérable, qui est revendu, et le sud de la Libye, qui n'est contrôlé ni par le maréchal Haftar, ni par le gouvernement reconnu, et tout le Fezzan est à ciel ouvert une armurerie. Et ça passe directement à quelques dizaines de kilomètres au Tchad, au Niger, du Niger au Mali, au Burkina, et ça peut descendre beaucoup plus bas. Et je suis tout à fait d'accord avec la mise en garde de Richard. La richesse, si on veut être efficace, c'est de contrôler les ports et de créer de narco-États. Il y a un narco-État en Afrique de l'Ouest dont on ne parle jamais, qui est la Guinée-Bissau. Bon. Et il faut bien voir que
c'est un trafic parfaitement contrôlé par des intérêts extrêmement puissants. Les Nations Unies pensent qu'il y a à peu près 100 milliards de chiffre d'affaires de cocaïne qui vient de l'Amérique latine, en fait sous contrôle aujourd'hui mexicain, parce qu'à bien des égards, ce sont les Mexicains qui ont pris le contrôle de ce que les cartels colombiens faisaient auparavant, qui, avec l'aide de la mafia brésilienne et nigériane, passe par la route la plus simple, qui est de passer par l'Afrique et le Sahara. Et quand vous êtes à Bissau, là, vous avez effectivement le contrôle depuis le port jusque vers l'Europe, en passant par les mouvements djihadistes. Et donc, vous avez un vrai risque de développement de ce trafic. Mais vous voyez, le PIB du Bénin, c'est 10 milliards. Le PIB du Mali, c'est 18 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires de la cocaïne, estimé passant par là, c'est 100 milliards. Avec probablement pour les faux frais, les fees, les honoraires prélevés par les djihadistes qui sont leurs recettes parafiscales pour conduire leur lutte, c'est peut-être 10 à 20 milliards. C'est-à-dire que ces mouvements de quelques milliers d'hommes, pour s'équiper, pour salarier les gens, pour essayer de recruter des jeunes radicalisés. Encore une fois, pour l'instant, vous allez trouver plus de Français radicalisés que de Béninois radicalisés. Mais ça peut changer. Parce que, si vous voulez, voilà des gens qui ont pour budget 6 fois le budget du Bénin. Si vous voulez. Il faut bien que vous voyez que s'il n'y a pas un effort mondial pour éviter de créer une espèce d'Afrique de talibans, je vous rappelle qu'entre Algésiras et Tanger, il y a 7000 marins. C'est-à-dire que le nord de l'Afrique, le nord-ouest de l'Afrique est en Europe. Ne nous trompons pas. Et pour l'instant, vous demandez au président du Mali, il vous dit non, ils n'ont vraiment aucun problème budgétaire. Je vous remercie. Je ne doute pas que nous poursuivions cette conversation dans la partie d'échange avec le public, celle qui est enregistrée et diffusée sous le nom du BADA, mais pour l'heure de notre dernière séquence, la séquence des brèves, a sonné et je propose à Béatrice Gibelin de l'ouvrir. Eh bien, moi, je propose le livre de Graham Allison, Vers la guerre, l'Amérique et la Chine dans le piège de Thucydide. Il est professeur émérite à Harvard. C'est un politologue fameux et connu. C'est un livre extrêmement agréable à lire et très facile à lire et qui pose une question importante. C'est au fond le système de l'engrenage dans lequel on pourrait se retrouver. Le piège de Thucydide, c'est évidemment la guerre du Péloponnèse entre Athènes, puissance montante, par rapport à Sparte, qui était la grande puissance et qui, évidemment, vivait mal. Athènes, qui se voyait comme devant être le modèle et sa puissance devant rayonner, évidemment, sur un espace beaucoup plus large. C'était la grande période de Périclès. Donc, c'est ça le piège de Thucydide. C'est dénoncé, effectivement, par Thucydide en disant il annonce la guerre qu'il va y avoir, en disant, voilà, cette rivalité d'hégémonie va conduire inéluctablement à la guerre. Donc, ce livre est, je crois, très, très éclairant. Il n'est pas forcément pessimiste, parce qu'il montre bien qu'il y a peut-être des solutions pour qu'on n'aille pas à la guerre, mais je pense que ce serait utile à ce qu'il soit lu par un très grand nombre de nos dirigeants. Richard Verly. Alors, je vous ai tout à l'heure demandé l'autorisation, Philippe, et vous m'avez accordé cette permission. C'est donc une forme d'autopromotion, puisque nous fêtons ces jours-ci le 5e anniversaire de la collection que je dirige, L'âme des peuples, aux éditions Nevicata, une collection consacrée à la compréhension des peuples et des pays, avec un début sur les régions françaises, en l'occurrence la Camargue et la Provence, et 2 livres consacrés à l'Espagne, mais à des régions espagnoles, d'une part la Catalogne et d'autre part Séville et l'Andalousie. Pour ce qui me concerne, un mot sur, je crois comme beaucoup de gens, je souffre de l'affaiblissement du poids de la parole publique. Je prendrai juste un exemple qui est celui des trottinettes. Alors beaucoup de gens trouvent ça ridicule. C'est possible, on peut trouver ça ridicule. C'est ce qu'on disait des vélos au début des années 80, et même d'ailleurs l'Église interdisait à ses prêtres de circuler en bicyclette. Je pense que ce qui est surtout ridicule, ce sont les yeux renversés et l'air de Sainte Bernadette que prennent les gens qui parlent des mobilités douces. Et ce qui est surtout ridicule, c'est aussi l'air de conquérant
rang de l'impossible que prennent les gens qui circulent à trottinette. Mais ça leur passera avant que ça ne reprenne. La question est que l'usage de ce moyen de déplacement est extraordinairement incivil, que ce soit par l'abandon au milieu d'un trottoir, que ce soit par la vitesse à laquelle beaucoup de gens roulent sur les trottoirs au lieu d'être dans les chaussées. Et la mairie de Paris a fait les gros yeux. Elle a dit on va voir ce qu'on va voir, on va leur mettre une amende de 135 €, c'est ce qu'on peut faire de plus cher. On met une amende de 135 €, mais à qui et comment? À un véhicule qui n'a pas d'immatriculation et qui peut aller jusqu'à 25 ou 30 km à l'heure. On imagine les agents de police qui courent derrière pour attraper la personne. C'est exactement comme dire, il y avait une expression qu'on utilisait beaucoup autrefois qui a disparu, mais on disait ça s'appelle pisser dans un violon. Et effectivement, on ajoutait pour en tirer la Traviata. Pour en tirer la Traviata, absolument. Et donc, voilà, je trouve que l'ensemble de l'opinion et la presse qui est censée la représenter n'est pas éclaté de rire en entendant cette mesure. Comme on disait dans le Midi, ça m'a porté un peu peine. Jean-Louis Bourlange. Oui, nous avions envisagé, mais c'est très bien qu'on soit attardé sur ce grand problème du Bénin, d'évoquer les élections européennes. Ma brève s'y rapportera indirectement. Je voulais signaler le rapport Schuman, le rapport de la Fondation Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union, dans sa version 2019. Alors je crois que c'est très intéressant, à plus d'un titre, c'est toujours un document extrêmement intéressant, avec des voix multiples, beaucoup de chiffres, beaucoup d'informations, beaucoup de faits, beaucoup d'opinions. Là, ce qui me paraît quand même, c'est ça que je veux signaler, c'est une fondation qui associe très profondément les Français et les Allemands. Notamment, M. Wolfgang Schäuble était membre du conseil d'administration. Et là, on a quand même, et Jean-Dominique Giuliani m'avait effectivement fait part d'une certaine perplexité au moment des déclarations de la nouvelle présidente de la CDU-CSU. On entend dans ce rapport une voix un petit peu nouvelle, et notamment un article de Madame Françoise Grossetête, dont j'ai été longtemps le collègue, qui a été pendant plus de 20 ans membre actif du PPE, vice-présidente du groupe, extrêmement respectée et active comme parlementaire, et qui fait un papier sur Madame Merkel et l'Europe, qui est un papier assez critique et qui montre que, en réalité, derrière la façon dont Mme Merkel a su toujours cultiver son image de bonne européenne, elle a en réalité caché un très grand immobilisme allemand. Il rappelle notamment, Françoise Grossetête, le discours de Bruges de Mme Merkel en 2010, qui est un discours très très hostile à la méthode communautaire, c'est-à-dire au système fondateur et qui marchait très bien de l'Union européenne. Alors je crois que c'est quand même un exemple assez intéressant du malentendu qui se creuse entre les Français et les Allemands, notamment à l'intérieur du PPE, malentendu qui, s'il n'est pas résorbé dans les mois et les années qui viennent, conduira à de sérieuses déconvenues au sein de l'Union. Cette question du malentendu entre les Français et les Allemands fera l'objet d'une émission thématique dans la série que vous connaissez, des émissions thématiques que nous diffusons du début juillet à la fin du mois d'août. C'est une brève longue, absolument. Lionel Zinsou. Oui, donc moi aussi, une recommandation de lecture sur l'Europe, parce que je ne pensais pas qu'on allait parler que du Bénin. Et sur l'Europe, j'étais frappé par le fait qu'il y a de nombreuses listes, 34 listes déposées, ce qui est l'objet parfois de dérision, et qui, moi, me paraît au contraire assez sain, qu'il y ait comme ça une émulation extraordinaire à parler Europe. Et quand vous allez dans les librairies, vous trouvez maintenant des rayons sur l'Europe considérables. Il y a une production très importante. Et donc, je trouve que ça va peut-être être des élections européennes où on parlera pas simplement de référendum pour ou contre le président Macron, ou de mesurer si les gilets jaunes obtiennent 1% ou 1,2%, mais on risque de parler aussi d'Europe avec énormément de problématiques. Et il y a un petit livre de Bernard Spitz, qui est par ailleurs qui est président de la Fédération des assurances, mais qui est un énarque, mais qui... oui, mais bon, qui est le président des GRAC, donc c'est une espèce d'école de pensée social-démocrate, espèce de macronisme à la droite, à la droite de la gauche et à la gauche du macronisme. Et il a écrit un petit livre, Merci l'Europe,
et sous-titré « Réponse aux 7 mensonges du populisme ». Alors, je trouve que c'est pratique. 7 mensonges, faciles à retenir, les mensonges, je vous laisse les découvrir. Il y a une petite définition du populisme. À la fin, on ne sait pas tout à fait s'il faut voter pour La République En Marche ou l'une des 5 listes de gauche. Mais enfin, on est clair sur 7 mensonges du populisme, si vous voulez. Donc, j'ai trouvé que c'était pratique. C'est chez Grasset, Bernard Spitz. Je vous remercie. Comme Jean-Louis Bourlange l'a implicitement indiqué tout à l'heure, je suis comme M. Kagame, comme M. Talon, le despote éclairé de cette émission. Et à ce titre, j'ai renoncé à ce que nous avions préparé, c'est-à-dire un deuxième sujet sur l'Europe, ce qui n'empêche pas qu'il soit évidemment présent dans le BADA que nous allons enregistrer dans quelques instants, dès que j'aurai remercié Charlotte Montier, avec qui cette émission est préparée, Nicolas Tourneau, sans qui le site ne pourrait pas exister, Benoît Carré, qui assure la retranscription écrite que vous pouvez trouver dans notre rubrique « Lisez-nous » sur le site, Laurie Galigani, grâce à qui nous avons pu trouver ici l'hospitalité et qui, comme ingénieur du son, a fait en sorte que tout puisse se passer bien, Valentine de Baudreuil et Joël Guillaume de la mairie du 9e, que je remercie particulièrement, et puis Nouvelles Écoutes et Julien Neuville, qui est notre producteur, et bien entendu le public qui est venu nous retrouver à la mairie du 9e avec le même enthousiasme qu'il vient à l'école alsacienne.